Merci à tous les collectifs et intercollèges d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Notre table ronde, que j'anime donc avec Catherine Recher, va connaître deux temps. Un premier temps consacré à la présentation de 4 collectifs et intercollèges et qui sera centré sur leurs actions en relation avec l'objet même de ce forum qui affirme et réaffirme notre refus catégorique de toute paramédicalisation, et un second temps qui sera consacré à une discussion que vous présentera alors Catherine. Donc on donne la parole là, si vous voulez, à cette table ronde au terrain, aux pratiques de terrain. Et je vais entrer dans le vif du sujet puisque je suis chargé de présenter le manifeste Psy pour en avoir été à l'initiative avec une troupe de collègues avant que nous devenions un mouvement historique que nous connaissons et qui regroupe aujourd'hui 7700 psychologues sur un groupe privé Facebook. Alors, le manifeste Psy, c'est un collectif constitué en réaction au projet de remboursement des consultations de psychothérapie conduites par des psychologues libéraux et encouragé pour sa généralisation par la Cour des comptes dans un rapport publié le 16 février 2021. Le manifeste, c'est un mouvement qui va défendre une position déontologique sur la diversité des approches cliniques et thérapeutiques dans une dimension à la fois horizontale et apolitique, sans oublier, bien sûr, la composante méta et politique qu'on a bien travaillé à la première table. Alors, premièrement, et pardon, mais depuis l'origine, notre mouvement, il est tourné vers l'action, c'est même le cœur de son fonctionnement, et très rapidement, nous nous sommes ainsi constitués en pôle d'action, concentré donc sur ce dispositif de remboursement, dans la mesure aussi où nous avons une conscience aiguë du danger qu'il constitue pour la profession, bien qu'il soit le symptôme d'autre chose, comme nous l'avons très bien vu en tableau. Alors, premièrement, un pôle d'action avec des actions tournées vers la communication, vers les médias, le grand public et les politiques a été initié. Camille Moric-Fedi nous en parlera tout à l'heure. Deuxièmement, des actions de diffusion d'informations à destination de nos collègues, des universitaires et des étudiants, merci Myriam Titos, pas toujours bien informés de ce qui se trame dans la profession. La dernière grosse action en date, coordonnée par Audrey Prosper, nous l'avons nommée Action Boycott. Elle a consisté par l'envoi de SMS à 14 000 psychologues libéraux pour les informer du dispositif de remboursement et les inviter à boycotter et à nous rejoindre. Enfin, des actions politiques ont été engagées avec des courriers envoyés à nos députés, au ministre de la Santé, Olivier Véran. Rendez-vous compte de l'effort que nous faisons compte tenu du peu de considération qu'il nous accorde et des rencontres avec les ministères et à l'Élysée, etc. Alors, en parallèle de ces pôles d'action, nous avons constitué des groupes de travail chargés de l'élaboration d'affiches numériques, de flyers, cette vidéo, de la rédaction de témoignages d'expérience de psychologues ayant participé au dispositif d'expérimentation et que l'on retrouve sous la forme de podcast, l'élaboration et l'organisation enfin de liens avec les autres organisations, avec le milieu et avec le milieu administratif et juridique. Par ailleurs, 2 associations ont été créées. L'Association des psychologues des maisons de santé, puisque les maisons de santé sont particulièrement attaquées effectivement par les dispositifs de remboursement, qui est en passe d'être absorbée par une deuxième grande association, le M3P, Manifeste des psychologues cliniciens et des psychologues psychothérapeutes, organisation officielle du collectif Manifeste Psy, mais qui n'a pas pour autant vocation à le remplacer. Enfin, je souhaitais vous présenter, puisqu'on est dans une dynamique de combat et orienté vers le futur, eh bien, je vais vous présenter 2 actions, puisque nous sommes donc résolument orientés dans cette dynamique de combat. La première, c'est la rédaction d'une nouvelle convention de remboursement pour abattre cette convention inique et dont les bases ont été jetées dans les groupes de travail du manifeste avec le cahier de propositions, et donc une convention en accord avec notre code de déontologie, puisqu'évidemment cette convention de remboursement est contraire à notre code de déontologie et qui donne lieu actuellement à un travail de collaboration avec le syndicat national des psychologues, le SNP, et le SURP par l'intermédiaire d'Albert Tchikov.
Cette convention sera transmise au candidat à la présidentielle. La seconde action me tient particulièrement à cœur, car elle vient également manifester une valeur partagée au sein du manifeste, la solidarité entre les psychologues. C'est la création, très récemment, d'un annuaire solidaire et militant. Cet annuaire, proposé gracieusement par le M3P à tous les psychologues libéraux, est à double entrée. Premièrement, il constitue un annuaire d'orientation des patients pour le psychologue, qui trouvera facilement ses collègues localisés dans une même zone géographique que lui. Deuxièmement, il s'agit d'un annuaire pour les patients qui cherchent un psychologue près de chez eux. Mais cet annuaire n'est évidemment pas qu'un simple annuaire. Il a une dimension politique, car c'est aussi un outil de boycott. Il a été conçu pour recenser dans une carte interactive les psychologues qui ne participent pas au dispositif de remboursement généralisé en 2022, puisque tous les psychologues de cet annuaire s'engagent à respecter une charte éthique, leur code de déontologie et par là même participent à la défense de la profession. Et on remercie chaleureusement Aurélie Martin, qui s'est donné un mal fou pour que cet annuaire soit opérationnel à temps pour le forum et que l'on retrouve sur notre site manifeste-m3p.com. Et venez nous rejoindre évidemment en masse sur le manifeste. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Catherine Recher pour le collectif POP. Donc Catherine Recher, je vais présenter le collectif Les Signataires, collectif POP, qui s'est constitué en avril 2021 au lendemain de la publication de la proposition de loi pour la création d'un ordre des psychologues et notre inscription dans le Code de la santé publique. Une lettre ouverte a été rédigée à plusieurs en quelques heures, adressée au président des chambres parlementaires. Elle a été diffusée par mail et a fédéré 250 co-signataires des 4 coins de la France en quelques jours. Elle a été envoyée le 11 avril, donc 4 jours après la publication, au président des chambres parlementaires. Une pétition a été mise en ligne le jour même. Le collectif était lancé. On a eu une réponse du cabinet de M. Ferrand quelques semaines plus tard. Notre colère avait été remarquée. Aujourd'hui, les membres ne souhaitent pas que le collectif s'arrête, même si la proposition de loi qui en est à l'origine est à ce jour lettre morte. Le leitmotiv est « Nous ne sommes pas aux ordres ». Nous sommes presque 300 co-signataires et plus de 10 000 signataires de la pétition qui continuent à être signés tous les jours. Notre collectif rassemble majoritairement des psychologues cliniciens, mais également d'autres branches, travaillant dans différents domaines, en institutions, en libéral, des enseignants-chercheurs et des étudiants en psychologie. On réalise une veille extrêmement vigilante sur toute tentative de mise sous tutelle de notre profession qui remettra en cause notre autonomie. Mais au-delà de la question de l'organisation de la profession, c'est surtout le non-respect du processus démocratique à l'œuvre au sein de la profession qui nous mobilise. Et c'est ce qui nous a mis en colère en concernant la proposition de loi, sachant que par 2 fois, la majorité de la profession, via les organisations, s'est prononcée par vote pour une structuration non ordinale. Si le débat au sein de la profession doit avoir lieu et peut évoluer, nous dénonçons les tentatives d'ingérence faisant fi du choix à la majorité de la profession. Et nous signalerons à chaque fois toute mise à mal du processus démocratique, comme par exemple celle exercée par le gouvernement pour le dispositif de remboursement, en le présentant comme acquis sur le site du ministère de la Santé à l'automne, avant même le début du travail parlementaire. Ou encore la tentative dont nous venons de prendre connaissance d'asseoir légalement le statut des psychologues coordonnateurs hospitaliers N+1 dans la nouvelle loi HPST de 2021, alors que les psychologues hospitaliers ont voté il y a quelques années pour une représentation horizontale sous forme de collège avec des coordinateurs élus par leurs pairs. Comme principales actions à côté de la lettre ouverte et de la pétition, nous réalisons depuis le début un gros travail d'information rigoureux en recontextualisant les faits, en expliquant leur implication et les enjeux sur le plan sociétal. Nous avons rédigé un courrier à l'attention du CEREDEPSI par rapport à la version du code de déontologie présentée le 5 juin 2021, dans lequel nous faisions part de nos préoccupations. Certaines ont été entendues, comme celle portant sur l'article 25 ou la référence aux sciences humaines et sociales. Malheureusement, la question sur la suppression des termes libre et librement n'a pas été reprise et on en voit l'implication aujourd'hui avec le dispositif Mon Psy Santé. Nous participons à la mobilisation initiée par le collectif Grand Est pour la défense du secteur médico-social depuis leur appel du 29 juin 2021 et nous avons fait partie de la délégation de la manifestation du 18 novembre.
Outre cette journée du forum, nous sommes également impliqués dans l'organisation de certains ateliers des assises citoyennes qui vont avoir lieu le 11 et le 12 mars prochain. Nous communiquons avec les membres du collectif depuis le début via la diffusion d'un mail sur les réseaux sociaux et également par des mises à jour de la pétition. Et nous avons également créé un drive à l'automne. Nous sommes attachés à faire participer au maximum le collectif. Nous soumettons chaque courrier et article aux co-signataires dans la mesure du possible aussi aux membres du groupe Facebook. Nous avons eu l'opportunité d'écrire un article à la fin de l'année. Nous avons fait un appel et 15 membres ont répondu. Cette aventure nous a donné lieu à des réunions Zoom qui ont apporté un véritable souffle dans une année fort éprouvante. Pour la préparation de cette table ronde, nous avons décidé de remettre en place ces réunions que nous avons ouvertes aux co-signataires et qui ont eu un vrai succès. On a pu ainsi dessiner les actions futures. Nous souhaitons donc mettre l'accent sur la sensibilisation et la diffusion d'une culture politique au sens large du terme et qui manque tant à notre profession, et ceci dès l'université. Nous souhaitons aller vers les étudiants dès la licence, répondre à leurs questions. Nous avons commencé avec un appel aux universitaires et aux étudiants à l'automne. Nous allons poursuivre en organisant des rencontres par Zoom pour les étudiants, en complément de ce qui se fait par d'autres collectifs comme le Manifeste Psy. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur la chaîne YouTube pédagogique et ludique Je peux pas, j'ai psy, qui a déjà fait une vidéo en lien avec nous et nous allons réitérer sur le thème du militantisme. Le collectif a également émis le souhait de créer un blog. Enfin, le besoin de nous retrouver, d'échanger, de débattre est clairement ressorti de nos réunions Zoom. Nous allons donc continuer ces réunions au sein du collectif. Elles seront informationnelles et ouvertes à tous les membres, mais nous allons également mettre en place des rencontres Zoom sur des thématiques qui font débat et qui sont d'actualité, et nous pourrons ouvrir ces réunions à d'autres collectifs. Et nous commencerons par une soirée sur le thème de l'inclusion. À suivre. Donc, je suis Alice Davoine et je représente le collectif des psychologues du Grand Ouest. Je vais vous raconter un petit peu notre histoire et ce qu'on fait dans un petit texte. Le 10 juin 2021, 500 psychologues se retrouvaient à Rennes pour protester contre l'arrêté du 10 mars, mais aussi pour l'augmentation des postes psy dans les services publics, contre la libéralisation de notre profession, contre notre paramédicalisation, entre autres, évidemment, il y avait d'autres choses. Après la manif, un petit groupe d'insatisfaits s'est retrouvé et a décidé que ce n'était pas assez. On a organisé très rapidement et de manière joyeusement bancale une première réunion par visio, puis d'autres. Puis un début d'organisation a vu le jour, toujours bancal, mais toujours joyeux, et qui aboutit à la création de notre collectif, un peu bancal donc. Le CoPsyGo a deux axes qui nous orientent autant qu'ils nous interrogent. Premièrement, nous tenons à défendre et à faire connaître notre titre et nos professions comme découlant des sciences humaines. Si notre profession est présente dans tant de lieux de soins, c'est parce qu'une des branches de la psychologie clinique, s'est intéressée à la folie et a suivi les professionnels qui sont préoccupés. Mais d'autres psychologues ont suivi d'autres champs et il en existe plus d'une dizaine. Il en résulte que les psychologues ne font pas communauté. Ils n'ont pas d'imaginaire commun, mais ils ont en revanche en commun ce goût de l'humain. Deuxièmement, donc ça c'est quand même un principe qui nous tient à cœur. Deuxièmement, le CoPsyGo s'est aussitôt positionné pour une autre vision de la santé que celle proposée par nos administrations. Non à la réduction de la psyché à un bien marchand. Prendre une décision comptable a des effets sur chacun d'entre nous. Nous en entendons chaque jour les conséquences, en creux des maux de nos patients, et nous n'en voulons pas pour eux. Avec ces deux axes, nous avons constitué un collectif au travail. Le groupe MSP, donc Maison de santé pluridisciplinaire, a produit un texte libre de droit servant d'appui pour informer et avertir les médecins et autres professionnels des enjeux et des conséquences que nous avions débusqués derrière le protocole de remboursement des psychologues. Le groupe Code de déontologie a œuvré à éplucher notre code afin de produire une affiche d'information. J'ai vu que Céline Soblowski l'avait glissé dans le fil de la discussion, si vous voulez, il y est. Donc, une affiche d'information à l'attention des patients et du grand public.
Le groupe Tribune a écrit plusieurs tribunes pour qu'elles soient lues lors de manifestations, mais aussi publiées. L'une d'entre elles l'a d'ailleurs été dans Alternatives économiques. Un groupe invité hors champ, on hésite toujours un petit peu sur son nom, propose d'inviter un professionnel non psychologue à venir nous enseigner. Ainsi, nous avons organisé 2 soirées sur comment fabrique-t-on le droit avec Laura Petersel, juriste, qui a dépoussiéré nos connaissances sur la machine à fabriquer le droit républicain, et ce qui a donné lieu à des beaux échanges et ce qui nous a fait donner un petit peu plus d'assurance quand on rencontrait nos directions. Les retours ont été très... on entendait tout à fait autrement le discours de nos administrateurs. Notre collectif a encore beaucoup d'idées pour défendre nos métiers. Je vous en propose quelques-unes qui nous ont traversées et qui sont vraiment au stade de l'idée. Si l'une d'entre elles, d'ailleurs, vous donne envie, nous serions ravis que vous nous rejoigniez pour les mettre en œuvre. Alors, on aimerait bien faire un podcast, comme ça a été d'ailleurs fait une fois, il me semble, avec le collectif Pop, mais qui raconterait les psys par eux-mêmes, mais pourquoi pas aussi par d'autres, professionnels, patients, etc. Une soirée résistée avec de Tocqueville, qui aura lieu fin mars, avec Cécile Malbert, professeure de philosophie. On n'a pas encore la date, on vous tiendra bien entendu informé. Une soirée, alors ça c'est des idées, comment fabrique-t-on un collectif? Comment rendre la lutte sexy? Question qui m'est restée de notre préparation à cette table ronde. Une soirée, faut-il quitter le service public pour le sauver? C'est une question qu'on se pose tous, je crois. Une minute, Alice. J'ai fini, l'idée du magazine. La convergence des psychologues est une occasion de tisser des réseaux et des liens, car nous ne cesserons pas de dénoncer que la marchandisation réduit l'humain au statut d'objet. Nous ne cesserons pas de faire entendre la responsabilité que nos politiques ont envers chacun de nous. Cela nous demandera tempérance et combativité, ténacité et doute, patience et vivacité. Voyons voir les effets que cela aura. En attendant, je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de cette journée pour toute cette énergie mise à notre service. Donc, j'ai été invitée, conviée pour témoigner du travail de l'intercollège des psychologues des secteurs sanitaires et sociaux de Midi-Pyrénées. Donc, c'est un intercollège qui s'est monté il y a une dizaine d'années. On est né en 2012 et ça a fait suite aux grandes mobilisations qu'il y a eu autour du décret de psychothérapeute de mai 2010. Donc, on s'est mobilisé à ce moment-là, on n'était pas encore en intercollège et le mouvement a permis une réécriture du décret de psychothérapeute en mai 2012. Donc, le premier décret déniait la formation en psychopathologie des psychologues et les excluait, ainsi que les psychologues cliniciens, de l'automaticité, impossible à dire, du titre de psychothérapeute en réclamant des formations et des stages complémentaires. On est toujours dans cette même logique. Notre formation initiale ne serait jamais suffisante. Alors que les psychiatres y accédaient de droit et que ces exigences étaient bien moindres pour les médecins traitants. Donc, il y a eu une réécriture de ce décret en mai 2012 et de la circulaire. Et ça a abouti aussi à la circulaire du 30 avril 2012 qui a abrogé celle du 4 mai 2010 qui ne permettait plus aux psychologues contractuels de bénéficier du temps FIR. Donc, on s'est constitué à l'issue de toutes ces luttes et au moment aussi où s'expérimentait la structuration institutionnelle de la profession de psychologue. Donc, on a eu besoin de se réunir, les différents hôpitaux donc, de Haute-Garonne, enfin 2 grands hôpitaux, le CHU et l'hôpital de Marchand. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que dans d'autres départements, le Tarn, l'Ariège, le Lot, d'autres établissements hospitaliers et d'autres psychologues avaient besoin de pouvoir se réunir et d'avoir ces informations.
Donc, on s'est réunis et de plus en plus, des cliniques nous ont rejoints, des psychologues qui étaient isolés en EHPAD ou même en cabinet libéral, ainsi que des étudiants de master qui accompagnaient parfois les psychologues lors des réunions des intercollèges. Donc, on parlait de la constitution d'un collectif. Je crois que ça s'ancre aussi dans un travail collectif, des réunions. On a aussi fait remonter nos inquiétudes quand on a vu que dans les milieux ruraux se fermaient des CMP. Donc, on a écrit une tribune parue sur un blog d'Yves Faucou, ça s'écrit F-A-U-C-O-U-P, et intitulé « La pédopsychiatrie perdue en race campagne ». Donc, on essaie de glaner des informations et de faire remonter. Donc, quand on a vu arriver la déferlante de textes, l'expérimentation, on a été les champions menés en Haute-Garonne, les plateformes d'orientation et de coordination qui se sont montées dans le Tarn. Donc, on s'est un peu tous mobilisés pour comprendre comment ça se mettait en place. Et on a fait un autre écrit paru dans le journal L'Humanité, intitulé « Les parcours de soins vers un échec organisé, point d'interrogation ». Donc, à cette occasion, on a aussi ouvert une pétition et j'avais pris contact avec Catherine Reichert. Et quand on a vu, quand il a fallu se mobiliser, on s'est appuyé sur tous ces textes. Donc, on a nous aussi envoyé des courriers aux députés et on a fait des sous-groupes, département par département. On était à 6 ou 7 psychologues à faire des courriers, à joindre les députés. Nous, pour le Tarn, on a eu une visioconférence avec les 3 députés du Tarn et ils nous ont demandé à l'issue un courrier de saisine, donc dans lequel on mettait des arguments assez inquiétants, en montrant que les dispositifs ne répondaient pas du tout à la pénurie. Sur le Tarn, par exemple, sur Castres-Mazamet, là où je travaille, il y a 0 neuropédiatre, et 0 pédopsychiatre. Et la population des pédopsychiatres sur les services de soins, on est passé à 30% de temps médical. Enfin, c'est une misère. Donc, mais on avait absolument besoin de l'intercollège pour nouer toutes ces luttes. Donc, on a aussi été rencontrer la région, Catherine Delga. Donc là, on avait le délégué de la santé. Mais ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que tout ce travail d'écriture, les courriers de saisine ont été très importants. Et on avait aussi en parallèle on a construit une délégation. Donc moi, je suis vice-présidente de l'intercollège et notre présidente était missionnée aussi sur Paris là, pour le 10 juin. Donc on a constitué une délégation en faisant en sorte d'avoir dans cette délégation différents. Alors il y avait des personnes de la CGT, le syndicat, le SNP, la FFPP, des psychologues travaillant en maison de santé, et on avait essayé, parce que c'est extrêmement large, ces luttes, c'est toute la difficulté quand on rencontre les politiques, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Nous, quand on a rencontré les députés du Tarn, ils étaient persuadés que des dispositifs de remboursement, parce qu'il y avait aussi ils avaient sollicité une généralisation du dispositif, non expérimenté évidemment, mais bon, voilà. J'ai perdu un peu le fil, pardon. Quelqu'un peut-il m'aider? Oui, voilà, donc je m'y perds moi aussi, vous comprenez. Mais on avait besoin d'être à plusieurs dans cette délégation et d'être chacun pour témoigner l'un de ce qui se passait dans les urgences somatiques, l'autre de ce qui se passait en pédopsychiatrie en milieu rural, un autre dans les cabinets en libéral. Enfin voilà, on s'est un petit peu organisé pour que sur cette heure de délégation, on témoigne chacun de notre place.
Et ce qui était très important, c'est, comment dire, cette fédération, enfin, et le fait d'entendre les places des uns des autres. Donc, ça nous a beaucoup soutenus. On fait un travail aussi qu'on mène depuis pas mal de temps, j'entendais ce matin, avec les universités, parce qu'on a une mission praticien, enfin, il y a quelqu'un au niveau de l'université de Jean Jaurès qui s'appelle Valérie Capdevielle-Mounibas, qui est missionnée au titre de la faculté pour faire le lien avec les praticiens. Et du coup, elle s'est mise en lien avec l'intercollège des psychologues et nous intervenons sur certaines journées de formation en déontologie, en éthique. Et il y a même eu toute une journée d'études. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez. Ah voilà, donc voilà, j'en ai fini. Merci. Merci. Donc, on a illustré les actions par l'exemple de 3 collectifs et d'un intercollège très dynamique au moment de la mobilisation depuis quelques mois. Maintenant, on va passer au temps de la discussion entre une douzaine de collectifs et intercollèges qu'on a conviés pour cette table ronde. Elle va s'articuler autour donc de 2 thématiques. La première sur la communication et la diffusion d'une culture militante au sein de la profession. Elle va être lancée par Camille Mouric-Faedi, membre du Manifeste Psy, qui va nous présenter les actions de communication qui ont été menées par le collectif Manifeste Psy. Puis la seconde thématique portera sur les actions à venir que les collectifs et intercollèges souhaitent mener dans le cadre de cette mobilisation et sur les actions communes que nous pourrions faire tous ensemble. Marie Bakchine du collectif Grand Est pour la défense du secteur médico-social lancera la discussion en présentant la mobilisation que son collectif a su initier pour ce secteur. Donc, pour cette discussion vont participer le collectif national intercollège des psychologues hospitaliers, créé en 2010, qui compte actuellement 10 intercollèges et qui émane de l'intercollège IDF dans un souci de transmission, de réflexion et de coordination. Ce collectif représente l'intercollège IDF, Lorraine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Centre, Alsace, Franche-Comté, PACA. Nous aurons donc avec nous ce matin Nathalie Zotner et Marc Turpin du collectif national intercollège, Maude Pontis qui est en distanciel de l'intercollège breton, qui s'est constitué grâce au collectif Interhôpitaux et également à l'ouverture d'un fil WhatsApp Fil Info Psychologue qui a été mis en place en vue de la manifestation du 10 juin. Cécile Nefati de l'intercollège PACA des psychologues de la FPH qui s'est créé en 2010, sachant qu'il y avait déjà des rencontres auparavant depuis 1997 entre les psychologues des centres hospitaliers. Michel Vandamme de l'intercollège Nord-Pas-de-Calais qui est assez mobilisé sur la question de l'évaluation des psychologues et également en lien avec des collègues syndiqués. Il y aura également au niveau des collectifs Cécile Guédin du collectif des psychologues normands qui s'est constitué en juillet 2021 grâce au contact pris lors de la manifestation du 10 juin. Bénédicte Thomas et Katia Nardin-Godet en distanciel du collectif des psychologues du 49 qui s'est créé progressivement au cours de l'année 2021 à partir de la manifestation du 10 juin et qui regroupe hospitaliers, libéraux et étudiants. Martine Sudre en distanciel du collectif ariégeois qui est en train de se construire et qui est l'idée est née à la suite d'une rencontre avec un député afin de regrouper l'ensemble des psychologues du département d'Ariège. Et enfin, j'espère ne pas me tromper en prononçant votre nom, Jalal Nebar, en distanciel du collectif Ne déshumanisons pas notre métier, créé peu après l'appel de la Convention nationale du 25 septembre, qui était une étape clé dans la mobilisation pour la défense du secteur médico-social. Je passe la parole à Camille. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Camille Mouric-Faedi, je m'occupe de la communication du mouvement Manifeste Psy. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter les actions qu'on a menées depuis quasiment une année déjà avec l'équipe de communication. En fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a voulu débuter par une manifestation numérique. Donc, suite au rapport de la Cour des comptes, on a voulu sortir du bois. Voilà, les psychologues ont décidé de sortir du bois, de casser le silence, d'arrêter en fait d'être discret. On est plutôt une profession très discrète, on s'occupe de nos patients et puis en général on témoigne pas trop, on n'est pas trop dans les médias, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est plutôt très très discret, voire transparent en fait pour le public.
Suite à ce dispositif très maltraitant prévu par le gouvernement et qui insidieusement s'est mis en place. Il y a 1 an, en fait, c'était le rapport de la Cour des comptes. Donc, nous, on était révoltés. On a décidé de faire entendre notre colère. Et on a décidé, en fait, de montrer à quel point, en fait, les psychologues sont capables de se mobiliser, sont capables de sortir du bois, sont capables de se faire entendre et de se faire connaître auprès de la population et auprès des autres professions, que ce soit dans le champ de la santé ou auprès du grand public. Donc, en fait, les psychologues n'ont pas choisi uniquement de montrer leur colère, ils ont aussi choisi de démystifier leur métier. Ils ont choisi de se rendre plus accessibles aux yeux de la population, aux yeux des citoyens. Ils ont décidé, en fait, de faire comprendre quel était leur métier. Il y a beaucoup d'idées reçues dans la population. C'est quoi un psychologue? Vous lisez dans mon esprit, vous avez une boule de cristal, vous êtes capable de comprendre ce que je suis en train de penser à l'heure actuelle. Non, en fait, un psychologue, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un psychologue? Qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie? Donc, l'équipe de com a voulu essayer de diffuser le message des psychologues. Que sont les psychologues? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'est une psychothérapie? Et donc, pourquoi ce dispositif est maltraitant? Et pourquoi il ne convient pas ni auprès de nos patients et ni auprès des professionnels? Donc, la manif numérique, en fait, elle a débuté par les réseaux sociaux, donc par le groupe Facebook qui, à l'heure actuelle, est composé de 7300 psychologues. Au début, on était une centaine et puis très vite, ça a évolué. On a en fait choisi d'être comme un poulpe géant, qui avec ses tentacules va à droite et à gauche et finit par atteindre un petit peu tout le monde, toutes les sphères de la population. Donc, il y a le groupe privé Facebook, il y a ensuite eu le compte Instagram du Manifeste Psy, ensuite il y a eu la page publique Facebook, il y a eu le compte Twitter, le compte LinkedIn et la chaîne YouTube du Manifeste Psy. Donc, tous les gros réseaux sociaux, on n'est juste pas sur TikTok, pas encore. On a décidé aussi, du coup, en collectif, de faire des liens. La com, c'est beaucoup de liens, avec des artistes, avec des créateurs de contenu, notamment Michel Vandame qui est ici avec nous aujourd'hui, avec des pages Facebook qui sont connues, comme VDM Psy, bref, de psychologue. On a décidé de se lier aux gens, de réseauter, parce que la communication, c'est finalement réseauter. C'est avoir avec nous des gens qui sont un peu plus connus, des personnalités publiques, donc notamment Mathieu Bellassan, psychiatre, ou Arnaud Chiche, médecin réanimateur, et plus récemment Baptiste Beaulieu, qui a décidé de se joindre à nous, mais en tout cas de porter notre parole, qui est médecin généraliste. Donc, nous avons, avec la communication, essayé, en tout cas, de nous faire entendre auprès des médias le plus qu'on a pu. Donc, à la TV, à la radio, au niveau de la presse écrite, on a vraiment essayé de mobiliser le plus possible les médias. Donc, on a eu pas mal d'articles, on a eu quelques passages télé, pas mal de passages radio, trop peu pour toute la mobilisation qu'on a eue. Il y a eu des milliers d'envois auprès des médias. On continue le combat, mais c'est sûr qu'au niveau de la presse, les psychologues, pour l'instant, ont des difficultés encore à se faire entendre et à comprendre nos enjeux. Donc, c'est un long combat que nous menons et qui ne fait que commencer et qui doit s'inscrire dans la durée. Les psychologues, en fait, doivent comprendre que la culture militante est essentielle. Sans volonté, en fait, de combattre et sans volonté de se faire entendre et de ne plus être discret, on ne va pas y arriver. On doit se rendre plus accessible aux yeux des gens. On doit faire comprendre qui l'on est et quelle est la pratique psychothérapique. On doit aussi communiquer auprès du gouvernement et des pouvoirs publics et auprès des députés, des sénateurs. C'est ce qu'on a déjà fait depuis une année et c'est ce qu'on doit continuer à faire auprès des candidats à la présidentielle, auprès des maires, auprès de toute personnalité publique et auprès de tout citoyen. On doit passer le message fort du boycott. Aujourd'hui, on dit non à ce dispositif maltraitant, on dit oui au boycott. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre dernièrement et ce qui a été extrêmement choquant, non, le boycott, ce n'est pas fait uniquement pour parler de sujets comme le massacre des Ouïghours ou l'apartheid, c'est important évidemment, mais le boycott, c'est aussi pour boycotter un produit, boycotter une idéologie, boycotter et refuser d'acheter et refuser d'adhérer, et refuser la maltraitance et se battre, défendre notre métier. Nous devons refuser, en tant que psychologue, la standardisation des pratiques. Nous devons refuser
de ne plus être capable de choisir nos approches psychothérapiques, de ne plus pouvoir mettre en œuvre nos pratiques comme nous l'entendons et notre cadre thérapeutique auprès de nos patients. Parce que nous, psychologues, nous ne sommes pas des clowns, parce que nous, psychologues, nous sommes des humains et que la thérapie est faite par des humains pour des humains et que nous ne sommes pas des robots ou des robots identiques, nous devons militer pour le respect de notre métier, pour le respect de nos patients. Nous ne devons pas rester assis à regarder le train passer, nous devons nous mettre debout et lutter. Ensemble, boycottons. Bonjour. Alors, je voulais juste dire d'où je parle. Cécile Nefati, intercollège PACA. Donc, je parle, on va dire, depuis le service public en général. Je crois qu'on en reparlera en fin de journée. L'hôpital et avec la spécificité aussi psychiatrie et psychologue. Voilà, c'est comme ça que je voulais le préciser. Parce qu'il me semble que depuis 30 ans, quelque chose incube et que maintenant, la maladie se révèle. Ça fait comme 30 ans que le service public est démantelé, on le sait. Alors voilà, sur la question, puisqu'on est dans la partie communication, j'ai entendu tout ce qui a été développé, que je trouve intéressant. La journée s'appelle quand même Convergence des psychologues en lutte. Ce qui en creux sous-entend que les psychologues ne sont pas en lutte. Je pense que c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question, qu'est-ce qui fait que certains sont en lutte et d'autres pas en lutte? Qu'est-ce qui fait que certains sont peut-être même pas au courant? Moi, je suis convaincue que certains ne savent pas qu'ils ne sont pas paramédicaux. Et voilà, ça pourrait aussi être une question de communiquer comme ça. Bon, la communication, alors il y a la question du réseautage, il y a celle-là, il y a peut-être aussi, alors voilà, là peut-être ça peut lancer un débat. Faut-il médiatiser tout, à tout bout de champ? Bon, moi j'avais envie de rebondir sur ce qui s'est passé il y a 2 jours. Nos collègues sont allés au Sénat. C'est aussi une façon de communiquer, de rencontrer l'autre, très étranger quand même, politique. Voilà. Et est-ce que c'est pas aussi à ce niveau-là que la communication doit se jouer avec les élus, les ARS? Enfin, bon, alors je parle bien sûr d'une place institutionnelle, hein, je le dis, mais on est dans une journée qui s'appelle Convergence, où on essaie de converger ce qu'on peut, enfin, on verra bien. Voilà, donc c'était cette question de la communication était aussi sur ça, communiquer grand public et puis peut-être, enfin c'est une version, mais communiquer peut-être aussi avec les décideurs et aller se faire connaître. Une autre question sur la communication, moi je suis très soucieuse, je trouve que c'est très compliqué, qu'on se parle très peu avec la fac. Enfin, que la formation, alors il y a le SUAP aujourd'hui, c'est l'occasion, mais je trouve ça très compliqué, concrètement, sur le terrain, d'arriver à ce que les psychologues de terrain, et notamment dans l'institution, et ceux qui forment les jeunes psychologues, et encore une fois, on ne parle pas forcément de méthode et tout ça, je crois qu'on a dépassé tout ça, enfin, on essaye. Là, au niveau du rhizome, il y a quelque chose qui est compliqué, qui pourrait, en termes de communication, nécessiter... Alors bonjour, moi je suis Céline Guédin, je représente le collectif des psychologues normands. Donc sur la question de la communication aux étudiants, alors nous c'est vrai que dans le collectif qui s'est créé dans l'après-coup de la manifestation du 10 juin et de la réunion vidéo à laquelle nous avons assisté du Grand Est, on s'est créé très rapidement en collectif à plusieurs. Et ce collectif s'est structuré d'abord par des réunions dans lesquelles justement certains maîtres de conférences et des étudiants venaient du coup lors de ces réunions-là. Alors avec des aléas évidemment dans l'engagement, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que de nos dernières réunions qu'on a pu faire dans le collectif, la question est aussi de savoir comment s'organiser pour, dans cette question de fédérer, c'est d'aller à la rencontre des étudiants. Donc ça, on a quand même des points d'appui qui sont, parce que des gens viennent dans le cadre du collectif, nous engager à venir à la rencontre des étudiants. Ceci dit, avec cette question quand même dans ce qui s'engage aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est ce qui, au niveau des arrêtés, au niveau de cette marchandisation quand même du soin qui est orchestrée, ces effets de ségrégation auxquels on assiste dans la fonction publique, qui consiste à surtout évacuer la dimension de l'accompagnement dans le service public.
C'est quand même, dans ce que chacun a pu témoigner d'ailleurs dans le collectif, ça témoignait de ça dans les institutions où il y a une dégradation du travail pluridisciplinaire. Et c'est vrai que la question est aussi aujourd'hui des étudiants qui ont parfaitement connu cette ségrégation, puisqu'ils ont quand même été nourris, baignés par Parcoursup, par tous ces effets de ségrégation. Alors, il y a l'effet de génération. Nous, on n'a pas connu forcément ces dispositifs-là. Peut-être y a-t-il du coup quelque chose de très intégré. Il y a peut-être un discours à adapter, quelque chose à connaître, à faire connaître, dans un contexte effectivement très libéral, où effectivement l'histoire est évacuée dans nos institutions. C'est ce qu'on a. Je trouve il y a eu des témoignages très éclairants ce matin, où l'histoire est évacuée. Tout est du logique, de la logique, de l'immédiateté. Donc, moi, il y a vraiment cette question à comment s'adresser aux étudiants avec ces effets d'actualité. Voilà. Bonjour, Marc Turpin, merci de votre invitation à cette table ronde. Donc, je parle aussi depuis une position hospitalier. Je suis donc coordinateur d'un collège de psychologues, des collèges dans beaucoup d'établissements aujourd'hui de psychologues. Je suis aussi coordinateur de l'intercollège des psychologues hospitaliers d'Île-de-France et de la coordination nationale des intercollèges. Alors, ça fait, nous, une bonne quinzaine d'années qu'on a pensé qu'il était nécessaire que les psychologues commencent à se parler davantage, à se coordonner, à réfléchir, quelles que soient leurs orientations, à réfléchir à ce qui arrivait à l'hôpital, parce que ce qui se matérialise aujourd'hui, ça a été dit, ce qui se matérialise aujourd'hui dans les nouveaux textes, monte depuis 15-20 ans dans les hôpitaux. On a vu que l'entreprise de normalisation des pratiques était en marche. Aujourd'hui, elle concerne les psychologues, mais elle a concerné bien avant ça les infirmiers et les autres professions de l'hôpital. Donc, il nous paraissait important que les psychologues qui n'ont pas véritablement effectivement une culture qui leur permet, qui les conduit en tout cas à dialoguer ensemble, alors qu'ils ont pourtant des fonctions institutionnelles, qui les fait accompagner les équipes au sein des services. Donc, on avait l'idée qu'effectivement, ils ont du mal à se parler. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on est présent dans cette convergence, c'est qu'on pense effectivement qu'il est grand temps que les psychologues se parlent davantage, éventuellement pour évaluer et pour parler de leurs différences. Mais en tout cas, on a aussi des choses qui nous rassemblent et c'est ça aujourd'hui qu'il est urgent évidemment de faire. Alors, donc, nous avons essayé d'œuvrer depuis 15 ans à ces rapprochements, à ces conversations entre psychologues dans les différents établissements. Nous avons mené un certain nombre d'actions auprès des députés, auprès des sénateurs. Il y a 2 jours, on a rencontré des sénateurs sur la question de l'hôpital. Vous savez qu'actuellement, il y a une commission au Sénat qui a été formée pour réfléchir à la situation de l'hôpital et la santé en France. Les sénateurs sont très inquiets aujourd'hui de ce qui se passe à l'hôpital. Ils commencent enfin à entendre que ce qui a été mis en place depuis des années conduit quand même à une véritable catastrophe. Que les infirmiers quittent l'hôpital, les médecins ne sont plus là où nous s'en vont aussi, et que donc on a mis en place depuis des années un système qui met l'hôpital au bord du gouffre et qui rend impossible finalement le soin dans de bonnes conditions. On les a trouvés très réceptifs à ce qu'on disait, très réceptifs au fait qu'effectivement, nous soulignions qu'il fallait redonner de l'autonomie aux professionnels, c'est ça qui était très attaqué, et qu'il fallait remettre aussi de l'humain au cœur des pratiques de soins, puisque ces machineries, ces technopratiques finalement coupent véritablement les soignants des patients et de ce qu'ils ont à faire et les empêchent véritablement de travailler. Un des collectifs ou intercollèges qui est sur Zoom, éventuellement d'intervenir sur cette question. Il faut qu'ils mettent la petite main jaune. Il y en a une.
On l'écoute. Je peux intervenir? Oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Martine Sucre. J'interviens dans le cadre de la mise en place depuis peu d'un collectif au niveau de l'Ariège regroupant tous les psychologues, quel que soit leur lieu d'activité. Mais j'interviens aussi au collège du centre hospitalier Ariège-Couserans et à l'intercollège Midi-Pyrénées. Donc, j'intervenais aussi pour porter devant vous les idées qu'on a pu avoir au moment de notre dernière rencontre concernant les modalités qu'on a envisagé de mettre en place. Donc, il y a différentes modalités d'intervention pour se faire voir, pour se faire entendre et pour alerter aussi sur notre situation. Donc, une des propositions, c'est un happening où on mettra en place des points d'accueil où seraient reçus les passants en leur proposant donc les différentes modalités de prise en charge, psychanalyse, systémie, TCC, etc. Donc, un prétexte à leur expliquer ce qui se passe pour nous et de leur proposer une pétition pour les associer à notre lutte. Donc, ça, c'était un des premiers projets que nous avons. Le boycott de l'ARS, parce qu'en fait, on se rend compte que depuis la mise en place de l'ARS, la gestion de l'hôpital est de pire en pire. Un sitting devant les bâtiments qui abritent les médias. C'est vrai. Comment? Nathalie, Daguet et Nadia. Oh, désolé. Excusez-moi, ouais. Allez-y. D'accord. Il y avait aussi une proposition de porter plainte de façon collective contre l'obstruction à l'accès direct aux psychologues. Et donc, aussi une des propositions, c'est d'interpeller évidemment les médecins généralistes pour leur expliquer pourquoi nous ne voulons pas de paramédicalisation. Donc, d'intervenir sur les groupes avec les médecins généralistes qui sont dans notre environnement. Et une des propositions aussi, c'était de demander à adosser le code de déontologie à la délivrance de notre diplôme, comme pour les médecins avec le serment d'Hippocrate. Donc ça, c'est différentes modalités auxquelles on a réfléchi pour essayer de continuer la lutte, quoi. Ok, merci beaucoup. On va passer au deuxième axe et on donnera la parole à ceux qui ne sont pas encore intervenus sur Zoom. Et je passe la parole à Marie pour lancer le deuxième axe sur les actions. Bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation, merci de cette initiative. Vraiment qui est très importante, je crois, à l'heure actuelle et qui répond à une actualité brûlante et urgente. Donc, moi, je suis psychologue membre fondateur du collectif Grand Est pour la défense du médico-social, qui s'est créé en 2019. Je ne vais pas refaire l'historique parce que ce serait trop long et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais évidemment, ce collectif s'est créé en réaction à ce qui nous a semblé être une menace extrêmement grave du secteur médico-social, qui est à l'heure actuelle en voie de démantèlement, voire même presque de disparition. Et j'en tiens pour preuve que j'ai appris cette semaine que, je le dis avec émotion parce que l'équipe avec qui j'ai collaboré pendant 21 ans est aujourd'hui attaquée dans le CAMS où j'ai travaillé. Nous avons appris cette semaine que notre médecin directeur pédiatre allait partir. Elle a été carrément, on lui a décidé, on lui a transmis la décision que la direction se priverait désormais de ses services. Voilà. Donc, je le dis avec émotion parce que c'est une équipe avec qui j'ai collaboré pendant 21 ans et je suis évidemment solidaire de cette équipe qui est maintenant très mise à mal. Mise à mal, mais les patients aussi et les petits de 0 à 6 ans qui accueillent ce CAMS. Je dis au passé, enfin, qui accueillent encore ce CAMS. Bon, je continue. Voilà, donc, je vais plutôt là vous parler des axes principaux de nos réflexions et de nos engagements au sein de ce collectif, qui nous ont conduits à mettre en place des actions durant ces derniers mois et qui, afin de contribuer justement à répondre à cette question qui est celle de cette table ronde, que faire? Alors, ce que nous avons fait durant l'année 2021, et je vais m'en tenir à cette année parce que les attaques ont été tellement virulentes, sont parvenues en salve, vraiment, et je pense de façon très pensée, très organisée de la part du gouvernement. Ce n'est pas un hasard, c'est arrivé comme ça, brutalement,
les unes après les autres, les décrets, etc. Tout ça est très, très bien calculé et nous a laissé un peu sidérés quand même, hein, et un peu dans l'impuissance, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le collectif Grand Est a mis en ligne une pétition dès le mois de mars pour réagir contre les arrêtés décidés par le gouvernement. Il s'est organisé très vite en avril en comité régional de résistance pour définir et rassembler autour de revendications très claires et précises, dont je vous ferai la liste tout à l'heure. Il a participé à la journée du 2 mai à l'AERI, je ne détaille pas, mais ça a été une journée très importante, et ainsi qu'à la mobilisation des psychologues à Paris le 10 juin. Nous nous sommes rendus à Paris depuis Reims en nombre pour exprimer notre colère. Et c'est suite à cette journée de mobilisation des psychologues qu'il nous a semblé absolument nécessaire, compte tenu de l'ampleur de cette mobilisation historique, de ne pas laisser retomber cette dynamique. C'est pour ça que nous avons organisé une visioconférence dès le 29 juin, très vite, pour rassembler le maximum de personnes qui, évidemment, avaient partagé cette colère. Et nous avons, cette visioconférence a rassemblé des collectifs du médico-social, mais aussi des organisations syndicales et des soignants de la fonction publique. Et à partir de cette réunion, il a été décidé de la tenue d'une convention nationale pour la défense de la psychiatrie, du médico-social et de l'accès aux soins pour tous, qui a eu lieu le 25 septembre à la Bourse du Travail à Paris. Donc, cette convention nationale qui a mis en place, a décidé d'une manifestation nationale à Paris le 18 novembre devant le ministère de la Santé pour interpeller Olivier Véran, parce que c'est là que ça se décide et non pas devant les ARS. J'étais à l'ARS le 28 septembre, j'ai été reçue en délégation avec d'autres de mes collègues et c'est une fanfaronnade, c'est-à-dire les ARS ne servent à rien, sinon qu'à être le bras armé de l'État, du gouvernement, et de s'adresser aux ARS, malheureusement, c'est parler à personne. Remarquez, parler au ministère, c'est pas mieux non plus. Nous avons été reçus, cette délégation le 18 novembre a été reçue dans des conditions les plus méprisantes, dans un sous-sol, sans fenêtre, avec des individus, des fonctionnaires, pardon, qui ne connaissaient strictement rien de ce qu'on leur parlait, de ce dont on leur parlait. Ils ne savaient même pas ce que c'était un CAMS ou un CMPP. Vous avez été obligés de décliner l'acronyme. Bon. Donc, depuis le 29 juin, nous avons des rencontres régulières en visioconférence qui ont permis la création d'un véritable réseau. Donc, réseau, j'aime mieux dire un tissage ou un maillage. On en parle de réseau. J'aime bien l'idée aussi d'un tissu, d'un maillage qui est de plus en plus étendu. Alors, nous rassemblons des collectifs, des associations, des organisations syndicales qui regroupent de nombreux métiers du soin, de la fonction publique, du médico-social, mais aussi des soignants isolés parce que certains n'ont pas de collectif. Alors, de cette expérience de lutte au collectif Grand Est, je vais en retirer des considérations et des principes que je vais vous énoncer pour faire vite. Je sais que le temps presse. D'abord, la nécessité incontournable de tisser des liens pour tenir dans la durée. Ne pas rester isolé face à cette violence des gouvernants, de partager aussi les stratégies de lutte et d'échanger les informations. Du lien aussi dans la pluridisciplinarité, à l'heure où le gouvernement divise, oppose les médecins aux psychologues, les libéraux aux salariés des institutions, les comportementalistes aux psychanalystes. Il nous faut déjouer cette stratégie de la haine et de la rivalité pour au contraire créer de la solidarité entre nous, psychologues, quelles que soient nos références théoriques et pratiques, mais aussi avec les autres professionnels du soin, nos collègues du soin. Nous n'y arriverons pas seuls, mais tous ensemble. La nécessité de se rassembler autour des revendications claires et précises que je vais vous rappeler maintenant, et c'est ce qui nous a liés au collectif Grand Est. D'abord, nous militons pour le retrait des arrêtés du 24 décembre 2020 et celui du 10 mars 2021. Nous demandons, nous exigeons l'abandon des PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, qui organisent le tri des enfants sur la base de diagnostics tout TND.
Nous refusons un ordre des psychologues, quel qu'il soit. Nous demandons l'augmentation significative des salaires et la création de postes pérennes, l'accès aux soins pour tous, l'arrêt des fermetures des établissements de soins. Et j'ajouterai au vu de l'actualité le refus de la création de psychologues coordonnateurs N+1 dans la fonction publique hospitalière qui, de par son lien hiérarchique avec ses collègues, induit une division parmi la profession en légitimant des décisions administratives souvent contestées par les psychologues eux-mêmes. On se sert bien évidemment des psychologues pour faire passer des choses, disons, contraires à ce que nous souhaitons. Donc, lors de notre dernière réunion, le 5 janvier dernier, et compte tenu du nombre de collectifs représentés et connectés ce jour-là, nous avons décidé de travailler à la création d'une coordination nationale permanente avec des délégués qui regroupera les collectifs de médico-social, de la fonction publique, mais aussi les professionnels isolés, je l'ai dit, qui pourra aussi soutenir la création de nouveaux collectifs décidés d'actions collectives. Je tiens à souligner l'importance qu'accorde le collectif Grand Est à défendre la pluridisciplinarité, le travail avec d'autres soignants. Nous ne sommes pas seuls à travailler, et ça, je crois que c'est très important. Loin des corporatismes, sans pour autant dissoudre les revendications spécifiques de chaque métier. L'objectif étant de se rassembler, se fédérer, se parler, partager des stratégies, tenir dans la durée, parce qu'il va falloir tenir dans la durée. Et c'est le projet que soutient aujourd'hui le collectif Grand Est et qui sera mis à l'ordre du jour de notre prochaine réunion, prévue le jeudi 3 février prochain. Donc, l'avenir nous appartient. Bonjour à tous. Alors, juste vous rappeler un petit peu le contexte de création de notre intercollège breton des psychologues hospitaliers à la suite de bien d'autres avant nous. J'ai rencontré donc Cécile Nefati dans le cadre du collectif inter-hôpitaux. Vous l'avez tous rappelé, ce qui nous rassemble, c'est pas forcément uniquement des questions catégorielles et corporatistes, mais un mal qui ronge depuis bien plus longtemps que ça, la question du service public en général. Alors, ce que nous avons décidé de faire avec nos collègues, c'est de s'inspirer de ça à la suite là des divers textes qui nous sont littéralement tombés dessus en mars. Donc, on a commencé par du bouche-oreille avec des réseaux un peu vecteurs de liens entre nous, donc des fils WhatsApp, et puis on a décidé de mettre au travail les textes de loi, et puis d'écrire tous les 10 du mois aux élus locaux, sénateurs et députés, pour aller parler de notre travail, de notre travail au quotidien. On a mesuré la méconnaissance, en fait, pas dissimulée par les élus qui humblement nous disaient « mais en fait, on ne connaît pas votre travail, on pense que vous êtes des professions de soins, mais comment vous travaillez concrètement, comment on vous sollicite dans les services, est-ce que vous participez aux réunions ?» Ça, c'est des choses qui ne semblaient pas connaître. Donc, on a rencontré dans le cadre du PLFSS les membres les sénateurs de la commission des affaires sociales pour leur dire un petit peu quels étaient nos soucis, à savoir que comme tout professionnel de soins aujourd'hui, on rabote nos métiers, on essaye de les rendre efficaces selon des définitions qui sont étrangères à notre cœur de métier. Enfin, on dénature nos métiers en général et les psychologues n'y échappent pas non plus malheureusement aujourd'hui. Alors, on a aussi monté une coordination avec les profs de fac, notamment Camille Veit à Rennes, qui est avec nous au nom du SURP, avec les syndicats locaux, les étudiants en psychologie.
On a appelé ça, on a appelé ça coordination des psychologues, mais c'est tout débutant et on se rend compte surtout que c'est difficile à tenir sur la durée. Donc, parce que certains voilà, sont noyés dans leur travail, dans leurs difficultés, je pense. Pour beaucoup, il y a beaucoup de défense, enfin de mécanismes de défense qui se mettent en route par rapport à tout ce qui nous tombe dessus là. Et puis, on est aussi très aux prises avec ce qui se passe tout autour de nous dans les services. Marie parle du médecin là qui est attaqué. Ils sont tous abasourdis, nos médecins. Donc voilà, je me demandais comment maintenir cet élan. Alors une journée comme celle d'aujourd'hui, ça donne envie d'être désespérément optimiste et de voir qu'est-ce qui peut être consolidable et comment. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir organisé tout ça. Et on espère, nous, en Bretagne, tenir bon. En tout cas, les intercollèges, ça nous semble être une bonne piste pour ce qui est des psychologues hospitaliers, pour se mettre en lien avec les autres collectifs, comme le CIH, mais bien d'autres aussi. Et une bonne piste aussi pour venir en soutien des collègues qui sont isolés, qui n'ont pas forcément de collège vivant dans leur petit CH ou plus gros même. Enfin, ça dépend vraiment des dynamiques de management au sein des hôpitaux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir donné la parole aujourd'hui et à bientôt. Bonjour. Donc Bénédicte Thomas à ma gauche, Katia Nardin-Godet, psychologue au CHU d'Angers. Juste rapidement pour vous dire autour de notre collectif sur le département du 49, donc on s'appelle collectif Psychologue 49. On a commencé à se regrouper clairement suite à la mobilisation des 2 arrêtés, donc de décembre et de mars, comme vous tous. Et puis on s'est beaucoup mobilisé dans des manifestations, que ce soit à Angers, à Nantes et même à Paris également. Donc, on retrouvait un peu toujours les mêmes personnes. Donc, finalement, il y avait des liens qui existaient déjà, d'autres qui se sont créés. Donc, au départ, on était 8. On a commencé à créer un groupe WhatsApp sous le nom collectif Psychologue 49. Et puis aujourd'hui, on est plus d'une centaine sur ce groupe WhatsApp. De même, on a créé une adresse mail puisqu'on a commencé à faire des assemblées générales. Donc, on en a fait une première où notre projet principal était surtout de pouvoir communiquer avec les libéraux, puisque le mouvement est surtout parti de psychologues du CHU, du centre hospitalier de santé mentale. On touchait très peu les libéraux et honnêtement, les hospitaliers ne se bougeaient pas tellement. Et puis les syndicats, donc CGT et FO étaient avec nous. Donc on a fait une première assemblée générale suite à 300 courriers qu'on a envoyés papier après une lettre qu'on a envoyée aux libéraux. Donc, ça a été un travail colossal qui a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent sur du temps personnel. Mais finalement, à cette première assemblée générale, il y a quand même 60 personnes qui sont venues où on a pu faire de manière très pédagogique en fait un PowerPoint pour expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé, pour qu'on parle tous, les arrêtés, voilà l'historique, qu'on sache tous de quoi on parle. Et puis là, on a refait une deuxième assemblée générale le 20 janvier dernier. Il y avait 45 participants, d'autres personnes et notamment un petit peu plus d'universitaires et plus de libéraux. Voilà, alors notre projet aujourd'hui, il est surtout maintenant de toucher les médecins généralistes, puisque quand on discute avec eux, il y a plusieurs choses qui émergent. La première, c'est qu'ils ne sont pas bien informés du tout sur le dispositif, pas du tout. La deuxième, tout le monde, que ce soit les médecins généralistes, les psychiatres, la population générale, reste très marquée par accès gratuit aux soins pour la population générale. Alors en fait, il faut quand même rappeler que, je le redis quand même, mais dans les CMP, les soins ne sont pas gratuits, mais pris en charge par l'État. Donc, c'est quand même une nuance très importante. Donc, c'est important de le redire. Et donc, notre mouvement, il est double. C'est à la fois de réfléchir à la question du remboursement de séances sur lesquelles il n'y a pas de consensus chez nous, puisque certaines personnes pensent qu'il ne faut pas du tout accepter ce remboursement parce que peut-être que c'est mettre le pied dans quelque chose politiquement qu'on ne doit pas accepter.
D'autres, au contraire, sont dans l'idée d'accepter le remboursement, mais pas n'importe comment. Et puis, il y a aussi l'idée quand même et surtout qu'il y a un vrai démantèlement du service public et d'accès aux soins pris en charge par l'État et qu'on a bien l'impression que le remboursement de séances en libéral, c'est le haut de l'iceberg d'un problème qui est plus profond et contre lequel on souhaite vraiment lutter avant tout. Voilà. En tout cas, là, on souhaite communiquer avec les médecins généralistes, donc ça va se faire par petits groupes. Voilà, donc on va sans doute solliciter l'ordre des médecins et puis communiquer beaucoup plus aussi avec les universitaires, avec les psychologues en études. Voilà, ça c'est nos grands projets. Voilà. Et juste de maintenir aussi l'élan avec le collectif actuel, c'est-à-dire comment réussir à maintenir de l'énergie. Là, aujourd'hui, on est toutes les deux devant l'ordinateur, mais dans la salle d'à côté, il y a 15 personnes, un grand écran, et du coup, voilà, on est en train d'essayer de maintenir une culture militante et aussi de résistance. En fait, sur notre adresse mail, on communique aujourd'hui avec quand même plus de 260 psychologues sur tout le département du 49. Le listing continue de s'étoffer. On est à peu près 8 à tenir le collectif et ça, c'est notre force. C'est que finalement, les forces se répartissent entre hospitaliers, centres de santé mentale, libéraux. Donc ça, c'est plutôt notre force. Médico-social aussi un petit peu, ouais. Médico-social. Après, c'est vrai qu'on est 8 et que à tenir vraiment l'énergie et que bien sûr, on se fatigue, évidemment. Merci beaucoup. De relations interprofessionnelles avec, je pense, un cadre infirmier qui voudrait contrôler le planning et les congés, les RTT, un cadre supérieur de santé qui souhaiterait contrôler le temps et la fonction FIR. Il y a le médecin-chef de service de pôle qui voudrait contrôler le nombre de consultations obligatoirement à faire sur une demi-journée. Et puis, évidemment, il y a la relation à la direction qui se défausse un peu de son autorité hiérarchique en voulant la déléguer à l'autorité fonctionnelle. Par conséquent, c'est dans ce contexte de l'évaluation des psychologues que l'intercollège a écrit à la DGOS pour demander très clairement qui est le supérieur hiérarchique des psychologues. Et on nous a répondu très clairement que cela ne peut pas être un médecin. Cela ne peut être que le directeur général et éventuellement la DRH par délégation. De ces petites luttes du quotidien, donc nous en faisons de l'information à diffuser. Ça passe par le collège, par l'intercollège. Et aujourd'hui, le collectif national des intercollèges et collèges hospitaliers, et puis les différents collectifs. Et cette journée permettra d'aller encore plus loin. Je voulais également parler de ces difficultés, de l'isolement de quelques psychologues ou des collèges moribonds, sachant que les hôpitaux, les établissements hospitaliers sont aussi groupés en GHT, groupements hospitaliers de territoire, et cela permet d'offrir une strate supplémentaire dans le collectif. Nous avons créé un métacollège de GHT avec nos 4 établissements psychiatriques. Parce que nous y avons des soucis d'hôpital public, mais des soucis de psychiatrie et donc des soucis de psychologues dans tout ce que je viens de décrire. Et donc ce métacollège est aussi le moyen de se faire entendre et de diffuser à l'intercollège, puis ensuite aux différents collectifs, une information qui peut nous aider. Je pense aux jurisprudences, une jurisprudence de la Cour d'appel de Douai qui dit et rappelle qu'on ne peut pas limiter le temps FIR par une note de service. Je pense toujours à la Cour d'appel administrative de Douai qui rappelle que la reprise d'ancienneté des psychologues est intégrale et elle n'est pas limitée à la quantité de travail. Très longue, et donc Nathalie Zotner, membre de la coordination de l'intercollège IDF et du collectif national des intercollèges, et puis aussi coordinatrice du collège. Je voulais juste dire en 1 minute que les collectifs, on voit bien le dynamisme et l'enthousiasme. Et je crois que ces liens de solidarité entre psychologues, mais surtout aussi sur le terrain avec les autres professionnels. Marie, j'étais sensible à tes émotions parce qu'effectivement, dans beaucoup de services, on survit.
et que c'est les liens de solidarité qui font qu'on peut continuer à travailler, tout simplement. Et donc, il y a effectivement des grandes actions. C'est vrai que nous sommes allés au Sénat, mais je pense que tous les autres collectifs ont fait des choses extrêmement importantes. Mais les petites actions de tous les jours, c'est-à-dire tendre la main vers ses collègues, pas les psychologues bien sûr, mais aussi les autres, c'est aussi un acte militant pour faire vivre la clinique, parce que sans cette solidarité, il n'y a plus de clinique autour des patients. Et donc, ces collectifs, ils servent, en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on en a à l'intercollège et au collectif national, cette solidarité, elle sert à tenir et donc à faire vivre la clinique. Voilà. Puisqu'on est dans la partie action de la table ronde, je voulais juste dire, il me semble quand même que ce à quoi on arrive, c'est que se rencontrer, se parler, se disputer, c'est une action. Donc vraiment, il faut y aller. Et juste vite fait, on avait essayé un peu de lister ce qui pourrait converger des gens opposés, enfin pas forcément opposés, mais pas forcément d'accord. Donc sur la question du signifiant convergence, on avait essayé de lister les plus petits dénominateurs communs. Enfin, ce qui peut nous faire converger, ce serait vite fait en 5 points. Ça peut être mis au débat quand même, hein, peut-être tout le monde n'est pas d'accord. Là, non, par la médicalisation, ça, je pense, ça fait l'unanimité chez les psychologues en lutte, hein, peut-être pas chez tout le monde. Le choix des outils, je pense que aussi. La formation initiale en sciences humaines, je pense que c'est quand même important à défendre. C'est pas partout, mais voilà. Le titre unique, ça peut aussi se discuter, mais on l'avait mis. Et pas de hiérarchie entre collègues, ce qui brasse assez large, sans nommer le N+1 ou l'ordre. Enfin, disons qu'entre collègues, ce serait un principe qu'on n'a pas de hiérarchie. Voilà, merci à tous les intercollèges et collectifs d'avoir participé à cette table ronde. Donc, réveillons-nous de notre somnolence, pour reprendre la formule de Martine ce matin. Nous avons une chance historique de le faire et je vais vous proposer de continuer à la faire par 2 actions qui vont donc conclure cette journée. 2 importantes actions parce que la fédération n'a pas vraiment réussi à nous fédérer, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous allons créer dans la foulée de ce forum un réseau de mise en lien de tous les collectifs, les intercollèges et les principales organisations représentatives professionnelles. Donc un représentant de chaque collectif participera à ce réseau pour accroître la diffusion et la mobilité de la mobilisation et pour co-créer entre nous et pour éviter effectivement cet isolement qu'on connaît des petits collèges moribonds, etc. Eh bien, on va lier les gens ensemble. Et puis également, à la suite de cette table ronde, enfin de ce forum, pardon, on va créer un communiqué commun, bien sûr, de tous les collectifs, de toutes les organisations qui ont été présentes aujourd'hui, et qui pourra poser les bases de nos actions communes futures et qui interviendra comme un message politique fort, comme le forum par ailleurs. Alors je donne, je remercie, malheureusement on n'a pas le temps, mais Brigitte Quintilla et Marie-Laetitia Chapuis-Grisoni qui nous ont aidés à recueillir les commentaires sur YouTube et Zoom qui ne resteront pas sans voix puisque nous allons créer un texte pour y répondre, bien entendu. Je vous remercie infiniment et nous nous revoyons à 13h45. Merci.